Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le mardi 11 mai 2021. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Bienvenue au sommaire. La situation à Jérusalem, alors que les affrontements entre manifestants et palestiniens et police israélienne ont fait 500 blessés en 3 jours, également 26 morts dans la bande de Gaza. Comment la situation peut-elle évoluer? Peut-elle se calmer? Pourquoi? On en parle avec notre consultant international René Bachmann en plateau et avec l'historien Vincent Lemire à Jérusalem. Il publie un livre puissant, Adieu ma honte. Wissem Belgassem y raconte l'homophobie dans le foot. On est ravis de l'accueillir. C'est un peu toujours la même chose. L'extrême droite lance une polémique et la majorité s'engouffre dedans. Le thème de cette polémique, le voile, bien sûr. Donc, la dernière polémique d'extrême droite est tombée hier soir à 19h21. Jordan Bardella tweet « C'est donc ça, la lutte contre le séparatisme, Marlène Schiappa ». Et il poste l'affiche de campagne d'une candidate en marche pour les départementales à Montpellier. Sur cette affiche, on y voit donc la suppléante Sarah Zemahi, ingénieure qualité, qui est voilée. Sarah Zemahi, une femme voilée qui ose briguer un mandat. Que n'avait-elle pas fait là? Ni une ni deux. Le patron des marcheurs, Stanislas Guerini, donne satisfaction à Bardella. Avec ce tweet, il le retweet et il répond « Les valeurs portées par En Marche ne sont pas compatibles avec le port ostentatoire de signes religieux sur un document de campagne électorale. Soit ces candidats changent de photo, soit LREM leur retirera leur soutien. » Voilà donc comment on lutte contre le RN à En Marche. Alors ce genre de polémique, c'est pas nouveau. En 2010, le NPA d'Olivier Besancenot présente Ilham Moussaïd, étudiante de 22 ans, sur une liste du Vaucluse. Emballement médiatique, emballement politique, Jean-Luc Mélenchon, alors président du parti de gauche, dénonce le choix du NPA. Va de soi que lorsque l'on veut être élu, je veux que tout le monde m'entende, oui. Eh bien il faut pouvoir représenter tout le monde. C'est donc une erreur de se présenter à des élections en affichant une appartenance religieuse qui rend impossible cette représentation du souverain dans son ensemble. Pas de candidate voilée non plus pour la patronne du PS, Martine Aubry. C'est une annonce d'une religion qui doit rester du domaine privé et qui ne doit pas rentrer dans le champ de la République. Le porte-parole du parti Benoît Hamon, lui aussi défend la ligne. Je n'y suis pas favorable. À l'occasion de la polémique autour d'Ilham Moussaïd, le Conseil d'État, c'est-à-dire la plus haute juridiction administrative française, avait tranché fin 2010. Il considérait qu'aucune norme constitutionnelle, et notamment pas le principe de laïcité, n'impose que soit exclu du droit de se porter candidate à des élections des personnes qui entendraient, à l'occasion de cette candidature, faire état de leurs convictions religieuses. C'était donc réglé. Revenons au tweet initial, celui de Jordan Bardella qui interpelle Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté, ancienne ministre des droits des femmes. Est-ce qu'elle a réagi, Marlène Schiappa? Eh bien, silence radio de la serial tweeteuse qui a tout de même retweeté la réponse de son camarade Stanislas Guerini. Alors en langage Twitter, ça s'appelle un soutien. Voilà pourtant ce qu'elle disait en 2019 quand elle était interrogée sur le même sujet pour des municipales. Je pense que c'est pas un sujet. D'abord, il y a des instances dans le mouvement. C'est pas à moi, Marlène Schiappa, de décider. Vous n'avez pas d'avis, vous n'avez pas d'opinion là-dessus. Moi, je crois que c'est pas utile de crisper inutilement sur de tels sujets. Je pense pas que la question se pose à ma connaissance. Si d'aventure la question se posait, s'il y avait une bonne candidature d'une femme voilée, je pense que ça devrait être étudié au cas par cas. Mais actuellement, il n'y a rien légalement qui empêche une femme qui porte un voile de se présenter à des élections. Ne pas crisper inutilement, on a l'impression qu'En Marche a oublié la consigne. Alors, enfin, pour terminer, on n'a pas entendu Stanislas Guerini protester quand a été investi pour les régionales le député de la Gironde, Benoît Simian, visé par une enquête pour harcèlement sur sa femme, dont il a l'interdiction de s'approcher. On n'a pas non plus entendu Stanislas Guerini protester contre la candidature de Jérôme Perra, tête de liste en Dordogne, ancien conseiller de Macron, condamné, lui, pour violence conjugale. Et tout ça, c'est bien dommage. On part à Jérusalem. C'est une des images qui a marqué hier à Jérusalem, des scènes de liesse face à l'esplanade des mosquées en flammes, un lieu saint arabe, liesse de nationalistes israéliens qui manifestaient à l'occasion de la journée de Jérusalem. On va y revenir. Une image qui symbolise l'impasse dans laquelle se trouvent Israéliens et Palestiniens. Depuis des semaines, les tensions montent entre manifestants palestiniens et policiers israéliens. On dénombre plus de 500 blessés en 3 jours à Jérusalem. On dénombre également 24 morts côté palestinien dans la bande de Gaza, dont 9 enfants selon le ministère de la Santé palestinien. 2 morts civiles aujourd'hui.
côté israélien, selon les secouristes. L'escalade est-elle inévitable? Les dirigeants palestiniens et israéliens sauront-ils calmer le jeu? Pour en parler avec moi ici à Paris, René Bachmann. Salut René. Bonjour. Tu es notre chroniqueur, analyste international. Et puis, depuis Jérusalem, Vincent Lemire, bonsoir. Je vous vois et je vous entends. Bonsoir. Vous êtes historien, auteur de Jérusalem, Histoire d'une ville-monde. Vincent Lemire, je commence avec vous. Vous êtes sur place. Une première question peut-être pour nous dire comment vous percevez, comment vous sentez-vous. La situation est-elle aussi tendue qu'on le perçoit ici? Oui. Franchement, je ne vais pas vous... Ça fait 25 ans à peu près que je vis ici de façon plus ou moins régulière. On n'avait pas vu un tel niveau de violence et de tension depuis au moins 2014, la guerre de Gaza, ou 2017, la crise des portiques. Mais encore une fois, depuis hier soir et ce matin, on a franchi un nouveau cap. Donc voilà, je ne suis vraiment pas du genre à crier à la troisième intifada ou à la guerre immédiate ces dernières années. Mais là, la situation est extrêmement tendue et effectivement, ce sont les requêtes d'hier soir qui ont un petit peu changé la donne, réinstallé Netanyahou dans une posture qu'il apprécie en fait, celle du chef de guerre, alors que hier à 18h, il était vraiment humilié par une série de victoires de la jeunesse palestinienne dans la rue. C'est vraiment ça qui me semble important, c'est cet écart, ce fossé. Vous avez parlé des dirigeants, mais jusqu'ici, la scène de mobilisation, c'était celle des jeunes Palestiniens et ils avaient remporté les victoires qu'ils avaient, enfin en tout cas les combats qu'ils avaient choisis. Et depuis hier soir, on a effectivement changé à nouveau de scénario. Alors on va y revenir justement au rôle des dirigeants de Netanyahou côté israélien et puis des dirigeants palestiniens. René, est-ce que tu partages cette analyse? Est-ce que pour toi, ce qui se passe là en ce moment à Jérusalem, c'est quelque chose de différent des affrontements habituels? Je pense que c'est beaucoup plus fort que ce qu'on a vu ces dernières années. Je suis d'accord avec Vincent quand il dit que ça nous rappelle un peu ce qui s'est passé en 2014, et même pendant la deuxième intifada, un peu avant. Je pense qu'on n'avait pas vu à Jérusalem d'affrontements aussi violents depuis cette époque-là. Mais il y a une question que je me pose et que je pose à Vincent, puisqu'il est là-bas sur place, c'est que j'ai lu aujourd'hui qu'il y avait aussi des problèmes, des tensions très fortes dans plusieurs villes arabes d'Israël, notamment à Ramleh, notamment à Lod, notamment à Jaffa. Est-ce qu'il peut confirmer ça et me dire ce que ça veut dire? Vincent? Non, René a entièrement raison, c'est ce qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est la repolitisation de la société palestinienne, en Palestine, à Gaza, à Jérusalem et dans les villes palestiniennes d'Israël. Et ça, c'est quelque chose qui frappe vraiment beaucoup les observateurs, y compris en Israël. Ça, c'est à mettre en résonance avec ce qui s'est passé sur le plan électoral. Vous vous souvenez, les 2 dernières élections, la liste arabe unie qui avait fait un carton, non pas aux dernières élections, mais aux précédentes. Et puis là, l'émergence, y compris d'un parti islamiste modéré, Raham, qui est prêt d'ailleurs à s'allier avec le centre droit, et même la droite et l'extrême droite israélienne pour faire tomber Netanyahou. Alors on peut trouver ça ironique. Moi, je considère qu'en fait, ça participe de la politisation de la société civile palestinienne, y compris en Israël, par diverses formes. L'intégration au jeu électoral, c'est une forme de repolitisation, par le haut, on pourrait dire, mais par en bas, effectivement, la société civile palestinienne, en Palestine, à Jérusalem-Est, en Israël, qui se mobilise avec des formes très très nouvelles, avec des objectifs atteignables, gagnables, avec le soutien des réseaux sociaux, en particulier pour la défense des espaces publics urbains, la porte de Damas, l'esplanade des mosquées, la crise des portiques en juillet 2017, j'y reviens, pour moi c'est un précédent très très important. C'était la première victoire palestinienne à Jérusalem depuis la guerre des 6 jours. Et c'était une victoire des jeunes Palestiniens, sans leadership. C'était une mobilisation spontanée, avec une grande intelligence tactique. Netanyahou veut mettre des portiques de sécurité à l'entrée de l'esplanade des mosquées, c'est-à-dire de facto fermer l'esplanade, parce que les services de sécurité israéliens eux-mêmes disaient portique de sécurité égale 5000 personnes par heure. L'esplanade des mosquées, c'est 80 000 personnes qui rentrent pour les grandes prières. Donc, de facto, c'était une fermeture. Les jeunes Palestiniens avaient prié à l'extérieur et ils avaient gagné, les portiques avaient été retirés. Là, on a assisté à la même chose, porte de Damas,
les barrières de sécurité ont été retirées. Et on a assisté à la même chose sur l'esplanade, puisque c'est très important, dans la journée d'hier, lundi, à 6h30 du matin, la police israélienne annonce que les juifs israéliens ne pourront pas monter sur l'esplanade des mosquées. Et à 14h, la même police annonce que la parade des drapeaux, la fameuse parade des nationalistes israéliens, ne pourra pas passer par la porte de Damas. Ce qui fait qu'hier après-midi, on était dans une situation extrêmement paradoxale. Le jour où Israël devait célébrer la souveraineté pleine et entière sur Jérusalem-Est, ce jour-là précisément, les juifs israéliens étaient interdits d'entrer sur l'esplanade des mosquées et sur la porte de Damas. Donc c'était une victoire par chaos de la jeunesse et de la société civile palestinienne de Jérusalem. Alors, pour comprendre aussi ce qui a déclenché toutes ces tensions et ces affrontements, il faut qu'on revienne un peu en arrière. C'est l'expulsion programmée de familles palestiniennes du quartier Sheikh Jarrah. Donc on va remonter quelques années en arrière. Situé au nord-est de Jérusalem-Est, le quartier Sheikh Jarrah fait l'objet d'une bataille judiciaire depuis au moins 2008. Cette année-là, 10 familles ont dû partir sur décision judiciaire. Dans le même temps, des colons israéliens s'y sont installés. Et aujourd'hui, 70 familles palestiniennes sont menacées. Alors hier, la Cour suprême devait statuer sur plusieurs cas de familles palestiniennes, mais a reporté sa décision, ce qui n'a pas fait baisser la tension. C'était une journée particulière, vous l'avez dit, Vincent Lemire. Des heurts ont donc éclaté tôt le matin sur l'esplanade des mosquées. La police y a pénétré à la suite de jets de projectiles, selon elle, ce que démentent les Palestiniens présents sur place. Ces heurts ont été suivis d'au moins 150 tirs de roquettes de militants du Hamas depuis la bande de Gaza. L'armée israélienne a répliqué par des bombardements visant des cibles militaires du Hamas, mais des civils ont été touchés. Les tirs de roquettes et les répliques israéliennes ont repris ce mardi, faisant craindre que la tension ne baisse pas ces prochains jours. Alors, il faut qu'on explique pourquoi des familles palestiniennes, René, qui sont installées pour certaines depuis des décennies, peuvent être expropriées comme ça. En fait, c'est dans la loi. C'est dans la loi, et d'ailleurs, dans la loi israélienne, tout est permis quand on n'est pas palestinien. Les colons israéliens peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent dans les territoires occupés, en Cisjordanie. Les Palestiniens ne peuvent rien faire chez eux. Par exemple, quand ils habitent un appartement dans la banlieue de Jérusalem ou Est, ou dans les quartiers de Jérusalem-Est, ils ne sont jamais sûrs de pouvoir rester chez eux. Ils ont un statut de résident qui est un statut très provisoire et très changeant. Donc on peut les virer quand on en a envie, sous n'importe quel prétexte. Ça, c'est assez simple. Voilà, la loi israélienne précise que si des Juifs peuvent prouver que leur famille vivait à Jérusalem-Est avant la guerre, ils peuvent demander à ce que leur soit rendu leur droit de propriété. Absolument. C'est ça. Quelle est la responsabilité politique de Benyamin Netanyahou dans la colonisation elle est immense, elle est totale. D'autant qu'il en a fait un des axes de sa politique. Je rappelle que quand il est arrivé, il avait décidé que Jérusalem devait devenir le grand Jérusalem, la métropole d'Israël. Et il n'a pas cessé depuis de faire venir des colons dans les quartiers arabes, de coloniser aussi la Cisjordanie. Bien entendu, la colonisation de la Cisjordanie s'est beaucoup amplifiée. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui 700 000 personnes dans la colonisation, aussi bien en Cisjordanie qu'à Jérusalem. Ça fait beaucoup de monde. Et ces chiffres n'ont pas cessé de grandir depuis que Netanyahou est au pouvoir, c'est-à-dire depuis une douzaine d'années. Les nationalistes israéliens qu'on voit manifester devant l'esplanade des mosquées, c'est quel profil politique ils sont, dans quelle démarche on voit que la manif d'hier, ça ressemble un peu à une provoque, puisque c'était une date symbolique, comme l'a dit Vincent Lemire, le 10 mai, donc les Israéliens commémorent la réunification de Jérusalem et par de fait la conquête des quartiers palestiniens. Est-ce que tu peux nous dire un peu le profil de ces personnes ? Ce sont des juifs d'extrême droite, disons, pour simplifier, des religieux d'extrême droite, qui sont maintenant, je dirais, ce qui complique un peu les choses, qui les rend plus difficiles à traiter, c'est qu'aux dernières élections, on a eu l'arrivée au Parlement de gens qui sont vraiment des juifs racistes, qui appartiennent au parti kahaniste, qui sont vraiment des gens très dangereux. Et ce sont eux qui mettent le feu maintenant. Ce sont eux qui se sont pointés sur l'esplanade des mosquées. Ce sont eux qui sont allés à Sheikh Jarrah soutenir une maison qui a été occupée par des colons juifs, en face d'endroits où sont installés des Palestiniens. Ils cherchent donc, on peut appeler ça directement des provocations. Je pense qu'on peut utiliser ce mot sans exagérer. Il y a un homme qui semble être devenu un peu incontournable et qui est pourtant très dangereux. C'est lui, Itamar Ben-Gvir, le député du Parti sioniste religieux, un parti donc suprémaciste juif dont tu parles dans ton papier. Voilà. Il est proche de Netanyahou. Il est proche de Netanyahou, et Netanyahou, je dirais, il est proche de Netanyahou, et Netanyahou est proche de lui. Netanyahou se rapproche de lui parce qu'il a jugé utile que ce parti d'extrême droite soit candidat. Il a jugé utile que ces gens soient
éventuellement membre de sa coalition s'il avait réussi à en faire une. Hein. Il faisait partie des gens avec qui il discutait quand il discutait encore de constituer un gouvernement. Netanyahou, il ne faut pas oublier ça. Il était prêt à faire un gouvernement, et c'est ça qui est un paradoxe chez lui. Il était prêt à faire un gouvernement et avec les islamistes dont parlait Vincent tout à l'heure, et avec les extrémistes juifs dont on parle à l'instant même. C'est dire à quel point ses ambitions politiques sont grandes. Étaient grandes, pardon. Ouais. Vincent Lemire, vous parliez de la repolitisation de la société arabe. Les dirigeants palestiniens, est-ce qu'ils sont encore crédibles aux yeux des Palestiniens? Et est-ce qu'on sait quand auront lieu les élections palestiniennes qui ont été repoussées? Non, mais c'est ça qui explique cette repolitisation. Cette repolitisation, elle se construit sur le vide du leadership palestinien. Il n'y a pas de contradiction, il y a vraiment un rapport de cause à effet. Il n'y a plus de dirigeants palestiniens, mais à un point que je ne sais pas si... Il reste une tête de gondole palestinienne pour faire de temps en temps une photo et au niveau international. Donc c'est pour ça que Mahmoud Abbas continue de vaguement exister sur le plan international. Il n'existe plus dans la société civile palestinienne, mais à un point qui est extrêmement frappant. Et même dans la politique internationale, quand Macron vient maintenant à Jérusalem, il passe beaucoup plus de temps dans la vieille ville et il arrive chez Mahmoud Abbas à minuit, vraiment parce qu'il n'a pas le choix. Voilà, il n'y a plus de leadership palestinien. Moi, ce qui me frappe dans la toute dernière séquence, hein, c'est moi je peux pas appeler ça autrement qu'une tentative de récupération. C'est-à-dire que le jeu du Hamas, qui n'est très très peu implanté à Jérusalem, hein, et encore relativement peu implanté dans le reste de la Cisjordanie, le déclenchement de ce tir de roquette hier, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement troublant, alors qu'il y a une séquence politique qui est parfaitement réussie par la société civile de Jérusalem. Il y a un soutien effectivement des Palestiniens d'Israël. Netanyahou est au sol et il est remis en selle par cette séquence militaire. Mais comment vous l'interprétez, qui est la seule qu'il peut maîtriser. Vincent Lemire, comment vous l'interprétez, ce tir de roquette? Parce que vous semblez dire que c'est paradoxal compte tenu de la victoire de la société civile. Non, en fait, c'est pas paradoxal si on comprend que, en fait, le Hamas était en dehors de cette victoire. C'est pour ça que moi je n'achète pas du tout le scénario de. En fait. Voilà, moi je n'achète pas le scénario du Hamas qu'auraient manœuvré les jeunes Palestiniens et qui serait en fait à la manœuvre depuis plusieurs semaines. C'est pas comme ça. Le Hamas était en dehors du jeu, il a voulu rentrer dans le jeu, il sait comment faire. Il a tiré les roquettes. Voilà. Et le scénario maintenant est parfaitement connu, quoi. Il y a par ailleurs, effectivement, on était parti les mobilisations des jeunes Palestiniens, c'est aussi effectivement aujourd'hui maintenant des mobilisations sur des cas très concrets. Cher Jarrah, c'est très concret. René a raison de le dire. En fait, il s'agissait pour ces jeunes Palestiniens de contester le droit immobilier rétroactif des éventuelles propriétés juives d'avant 1948. Ce qui évidemment, c'est un combat immobilier, un combat juridique, mais c'est évidemment un combat politique, parce que c'est de dire le droit est parfaitement dissymétrique, des propriétés juives d'avant 1948 peuvent éventuellement être rétablies, alors que les 700 000 Palestiniens qui ont été expulsés en 1948 n'ont même pas le droit d'invoquer ce droit. Donc c'était ça le point de départ, c'était Cher Jarrah, c'était la porte de Damas, c'était la vieille ville de Jérusalem, et aujourd'hui on est dans un schéma beaucoup plus classique. Ça ne veut pas dire que la séquence de Jérusalem est refermée, hein. On le verra dans les jours qui viennent. Il ne faut pas oublier que samedi prochain, samedi 15, hein, c'est les commémorations de la Nakba du côté palestinien, et y compris à Jérusalem. Oui. Un dernier mot, on termine avec la diplomatie. Les États-Unis ont mis 5 jours pour s'exprimer officiellement. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a pris la parole hier. Il demande une désescalade des deux côtés, mais il a aussitôt salué les efforts d'Israël dans ce sens, tout en condamnant les tirs de roquettes du Hamas, et demande le report de toute décision concernant les évictions. Est-ce que c'est à la hauteur? Ça ne fait pas de grande différence avec le soutien que Trump avait aveuglément pour Netanyahou? Oh, ça fait une petite différence quand même. Oui, Trump était absolument... Il faut s'en contenter. Oui. Mais Trump c'était vraiment inconditionnel. Trump trouvait toujours que Netanyahou avait raison. Ouais. Il aurait même pas réagi. Là. Il aurait trouvé que les Israéliens ont bien agi.
C'est bien, c'est un changement réel, pas énorme mais réel. Si Blinken dit qu'il faut faire attention à ce qui se passe, qu'on ne doit pas faire preuve d'une extrême violence, et s'il rappelle aussi que l'occupation de la Cisjordanie n'est pas tout à fait légale et que les gens de Sheikh Jarrah pouvaient rester chez eux. C'est pas si mal ça, on n'attendait pas ça de Trump. On va finir sur cette note d'espoir. Faut-il encore de l'espoir sur la diplomatie sur ce sujet? Un tout petit. Et Paris qui appelle Israël à un usage proportionné de la force? Faut lire entre les lignes. Ça, je trouve que Paris, franchement, Paris aurait pu se dispenser de faire ce genre de déclaration. Voilà. C'est un peu ridicule. Carton rouge. Merci tous les deux. Merci Vincent Lemire. Vous êtes à Jérusalem. Vous êtes historien. Vous avez écrit Jérusalem, histoire d'une ville-monde. Merci René. On te lit dans Mediapart, justement, ton analyse de la situation. On peut la lire dans Mediapart. Merci à tous les deux. J'accueille maintenant un homme courageux. Alors, Wissem Belgacem va me rejoindre sur le plateau d'Alerte Libre. Bonsoir, installez-vous, bienvenue, on est heureux de vous accueillir. Vous êtes l'auteur avec Éléonore Guret de ce livre « Adieu ma honte », un récit autobiographique dans lequel vous racontez votre homosexualité, cette honte, donc ce cancer même, c'est comme ça que vous dites l'avoir vécu. Un cancer, c'est très fort. Oui, c'est très fort et c'est exactement comme je l'ai vécu, mais ce que je dirais, c'est que bien évidemment, il faut remettre dans le contexte, j'étais ado quand je ressentais ça et quand je parle de cancer, c'est plus vis-à-vis de la propagation du désir que j'avais envers les garçons qui ne faisait que croître au fur et à mesure que je prenais de l'âge, puisqu'on arrive dans l'adolescence, c'est un peu la période de l'ébullition des hormones. Et c'était compliqué à vivre pour vous. Vous avez grandi dans un quartier populaire d'Aix-en-Provence, un environnement dans lequel il vous semblait impossible de vivre au grand jour votre homosexualité. Aujourd'hui, dans ce livre, vous affirmez enfin votre identité multiple. Comment vous vous décrivez ? Voilà, moi, je me décris, comme vous venez de dire, de manière multiple. Moi, je suis français, je suis arabe, je suis musulman, je suis gay. J'ai plus aucun problème avec ça. J'ai l'impression qu'on m'a constamment demandé de choisir. Est-ce que tu veux être gay ou est-ce que tu veux être musulman? Est-ce que tu veux être gay? Est-ce que tu veux être footballeur? Et en fait, je réalise en grandissant que je peux être tout ça à la fois et que ça regarde personne au final. Pas besoin de choisir. Vous répétez d'ailleurs souvent que l'islam était et est toujours une part importante de votre identité. Vous n'avez jamais rejeté votre religion, malgré la vision qu'elle porte sur l'homosexualité. C'est ça. Alors, quand on dit la vision, moi, j'ai toujours dissocié clairement ma religion de la communauté qui la compose. Et moi, j'ai fait mes propres recherches. Enfin, l'islam, c'est une grande religion. Il y a plein de courants différents. Et j'ai, comme m'a dit un pote, un jour, trouve ton islam. J'ai trouvé, moi, ma manière de vivre ma religion qui me correspond tout à fait, avec des discours de tolérance, d'ouverture d'esprit. Je le vis très bien aujourd'hui. Je suis content de ne pas m'être distancé de ces valeurs qui me sont chères, que je trouve dans l'islam. Alors, cette homosexualité, vous l'avez cachée, d'autant plus que votre passion, c'était le foot. À 13 ans, vous entrez au Toulouse Football Club, le club avec lequel vous avez gagné le titre de vice-champion de France des moins de 16 ans. Vous avez aussi disputé la Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe des moins de 17 ans de la Tunisie, pays dont vos parents sont originaires. Quand vous entrez adolescent au centre de formation et au TEF, comment vous composez avec votre homosexualité naissante, votre désir pour les garçons dans un environnement dont vous vous dites, dont vous semblez penser que ça ne sera pas, avec lequel ça ne sera pas compatible de toute façon, clairement, en arrivant, je vois que tous les voyants sont au rouge. Aucun discours de tolérance vis-à-vis des homos. Un machisme super élevé. Donc des moqueries constantes, des insultes sur les homos. Donc je réalise que c'est globalement la dernière chose qu'il faut être dans cet environnement. Je réalise aussi que voilà, j'ai ces pensées-là qui n'ont pas l'air de partir. Et donc moi, en arrivant au centre de formation, pour répondre à votre question, je me dis pas, bon, je suis homo et c'est OK. Je me dis... Oula, je commence à penser comme ça, c'est dangereux, on va tout faire pour changer. Et donc du coup, c'est là où je mets toutes les stratégies possibles et imaginables pour pouvoir changer de sexualité. Pour vous hétérosexualiser. C'était mon projet, voilà. Et bon, ça n'a pas fonctionné, manifestement. Vous jouez un rôle en permanence et c'est épuisant. Ah, c'est épuisant, mais puissance 1 million. Je ne sais pas si j'ai les mots pour expliquer aujourd'hui à quel point c'est épuisant. Surtout que c'était une phase de ma vie où beaucoup de choses se jouaient. L'adolescence, période compliquée. Et les enjeux, parce que pour percer dans le foot, c'est à ces âges-là que tout se joue. Et donc, du coup, mon téléphone, je le laissais ouvert avec un texto d'une copine. Enfin, moi, je me textais en disant « Wissem, t'es charmant » pour que mes potes le voient, pour dissiper les doutes. Je suis parti sortir avec des filles. Je me suis tourné vers ma religion, abstinence, des psys. J'ai littéralement
littéralement tout fait. Et ce que j'explique dans mon livre, c'est que ça m'a éteint, ça m'a consumé, ça m'a pris toute mon énergie psychique. Et toute cette énergie-là, mais je l'ai pas mise dans ma formation footballistique. Et c'est pour ça que du coup, je suis assez déçu du football masculin en France, parce que quand je dis que ça m'a volé ma chance, c'est que j'ai pas pu me donner à 100% pour voir ce que j'aurais pu devenir. Alors justement, qu'est-ce que vous diriez à des gamins qui nous regarderaient et qui vivraient la même situation que vous, à la fois d'être un ado dont le désir naît et qui n'arrive pas à affirmer, ou un ado dans le foot, doublement, on va venir au territoire du football, mais qu'est-ce que vous diriez à un ado qui nous regarde et qui n'ose pas faire son coming out ? Je forcerai jamais qui que ce soit à faire son coming out, parce que c'est vraiment un cheminement personnel. Mais ce que je lui dirais en tout cas, c'est qu'il ne faut pas écouter les discours autour de lui, parce que les gens ont tort. Il est bien tel qu'il est. Il ou elle n'a pas à changer. Et on est comme ça. Moi, j'en peux plus des discours de c'est un choix de vie, blablabla. De la même manière que je suis né bronzé, je suis né homo aussi, et c'est une des choses que mon livre prouve. On ne peut pas changer sa sexualité. Donc pourquoi aller contre-courant ? Votre livre, il fait événement parce qu'il est rare, c'est très rare d'entendre une parole comme la vôtre. Pour donner un peu de contexte, en 2021, le seul joueur de foot pro français à avoir fait son coming out, c'est Olivier Rouillet. C'était en 2008, et il était déjà à la retraite. Ouais. Et le seul à avoir dit son homosexualité en tant que joueur encore en activité, c'est le joueur anglais Justin Fashanu en 90, et il s'est suicidé en 98. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, c'est compliqué toujours de dire je suis footballeur et homo ? Alors c'est pas que c'est compliqué, c'est impossible. Impossible. C'est impossible, ouais. Et du coup, moi, la question que j'envoie via ce livre aux instances sportives, à la Fédération française de football, c'est pourquoi est-ce qu'en 2021, il n'est pas possible d'être homo et footballeur? Pourquoi est-ce que les portes du football restent fermées à une minorité sexuelle quand on sait que son orientation sexuelle n'a rien à voir avec son développement sportif et sa performance sportive? On est quand même en France en 2021, je trouve ça extrêmement grave. Alors justement, vous parlez des joueurs pros et des instances. On va écouter deux témoignages. L'avis d'abord de Bicente Lizarazu, l'ancien international français. Il était l'invité de Quotidien en novembre 2020. Face à la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, Elisabeth Moreno, il dit n'avoir jamais été témoin d'homophobie dans le foot. Non, ça ne m'est pas arrivé. Oh. Je vous le dis. Vous savez que l'insulte la plus récurrente dans les cours d'école et dans les stades, c'est PD. Oui, mais vous parlez en tribune, là on parlait d'un vestiaire. Je me dis que si ça arrive en tribune, ça arrive aussi... En tribune, pour accompagner le dégagement d'un gardien de but, on dit « il y a une formulation que je ne vais pas répéter, mais là on parle d'un vestiaire. Il y a beaucoup de mixité dans un vestiaire, et il y a une cohabitation qui se passe très bien. Dans le sport, on a cette chance-là. » Cette chance-là. Alors pardon pour le montage image par image, mais on n'a pas été autorisé à diffuser cette séquence par Quotidien, mais elle nous paraissait pourtant essentielle en ce qu'elle dit peut-être le déni dont ont atteint certains joueurs qui ne se rendent peut-être pas compte. Ça pourrait presque me faire rire, mais en fait, ça me fait même pas rire quand on est à ce stade-là. Moi, je trouve ça absolument... Moi, je suis un pur produit de la formation française. J'ai fait 5 ans en centre de formation de foot. J'ai énormément de respect pour Bicente Lizarazu et sa carrière, etc. Mais là, en l'occurrence, ces paroles, je trouve qu'elles sont complètement dangereuses. Et j'arrive pas... Enfin, moi qui ai passé tant de temps dans un vestiaire et tout ce que j'ai entendu, et je travaille encore aujourd'hui avec des pros et des jeunes de centre de formation... Et c'est extrêmement connu que dans un vestiaire, le sale PD, c'est à tout va, c'est l'insulte numéro 1, comme dit je crois que c'est une ministre. La ministre, Elisabeth Moreno. Je comprends pas ces paroles. Et quand bien même il ne l'avait jamais entendu, je pense qu'il aurait dû dire, moi à titre personnel, je ne l'ai jamais entendu, mais peut-être que ça arrive. Et du coup, ces paroles sont dangereuses parce que je trouve qu'on invisibilise un sujet, on le minimise. Alors, ça aide personne. Et alors, on va continuer. On se rappelle aussi qu'en 2019, plusieurs matchs de championnat français avaient été suspendus pour cause de chants ou de banderoles à caractère homophobe dans les tribunes. Mais Noël Le Graët, le président de la Fédération française de foot, trouvait qu'on en faisait trop. Les méthodes de punir sans arrêt accentuent. Je l'ai remarqué, vous savez, à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu une période où il y avait des fumigènes partout. J'ai pris la décision, à un moment ferme, de m'attaquer à ce sujet. Il n'y en a plus. Je pense qu'il faut en parler de ce qui est fait, mais il faut agir dans les stades. Et considérer effectivement que le football est homophobe et peut être l'image seulement d'homophobie en France, c'est quand même un peu fort de café. J'accepte pas.
Non, mais je peux plus tolérer ce genre de discours, en fait. Et ça, le truc, c'est qu'avec moi, mon passé, j'en ai tellement souffert de cette homophobie dans le football. Entendre ce genre de paroles, moi, ça me fait, excusez l'expression, monter le sang, quoi, en quelque sorte. Parce que alors, si dans les faits, s'il n'y a pas d'homophobie, si tout est OK, pourquoi il n'y a toujours aucun footballeur masculin homo qui a fait son coming out en pro ou en centre de formation? Pourquoi moi je me suis pas senti en sécurité pour le faire aujourd'hui? Et si moi j'étais un exemple, et je sais aujourd'hui de toute façon qu'en Ligue 1 il y a d'autres homos que je n'outerai jamais, mais que je connais de par voilà ma structure où j'aide les sportifs de haut niveau à préparer leur reconversion, ils ne peuvent pas être qui ils sont. Donc pour moi il est vraiment dans le déni, monsieur Le Gret. Est-ce que vous lui avez envoyé votre livre? Je lui ai envoyé mon livre. Et alors? Vous a répondu? Non, pour l'instant, il y a un silence de la fédération de foot qui est assez pesant, qui est un petit peu gênant. Et j'espère du coup qu'ils vont... qui vont faire les bonnes choses et qu'on pourra discuter à un moment donné, parce que le sport on l'aime tous, hein. Moi j'ai pas écrit ce bouquin pour faire un scandale sur le football. Moi c'est mon premier amour, j'aimerais ce football toute ma vie, et c'est justement parce que je l'aime que j'ai envie de le faire avancer dans la bonne direction. Alors justement, on espère que Noël Le Gret va le lire, votre livre, ça l'aiderait peut-être à comprendre ce qui se passe. Vous avez donc récemment lancé une start-up pour aider à la reconversion des athlètes de haut niveau, et votre constat, c'est que ça n'a pas changé en fait l'homophobie dans le foot. Est-ce que vous en discutez avec les sportifs avec lesquels vous travaillez, par exemple? Ouais, alors en fait ce qui se passe, c'est que j'ai monté un organisme de formation, donc on a développé un catalogue avec plein de formations différentes pour les aider à préparer leur avenir. Et au tout début, quand on se met à bosser avec eux, on leur fait passer un questionnaire où dessus on leur pose plein de questions. Et une des questions, c'est: est-ce que tu te verrais bosser avec des homos? Et là, malheureusement, le constat qui s'est dressé, c'est que 4 joueurs sur 5 me répondaient: ah non, tout, mais pas ça. On vous répondait ça? Ouais, voilà. 4 sur 5. Forcément, ils ne savaient pas que j'étais homo, hein. Donc, parce que moi, je suis un peu... Ça va peut-être changer maintenant. Voilà, ouais. Oui, je vais peut-être perdre des clients. Mais du coup, le constat que je dresse sur ça, c'est que dans un pays comme la France, on forme des jeunes en centre de formation qui vont ensuite devenir pros, avoir des millions d'abonnés sur leurs réseaux sociaux, et ils vont véhiculer ce type de messages et ce type de valeurs. Et je ne pouvais plus me taire, en fait. C'était plus une option. Et quand ils vous répondent ça, 4 sur 5, ah non, tout mais pas ça, qu'est-ce que vous leur répondez, vous? Comment vous essayez de changer ce point de vue qui est de l'homophobie et qui n'est pas... Malheureusement, moi j'ai aussi une réalité économique, donc je ne pouvais pas forcément entrer au clash avec eux de par ma société. Et aussi, je ne voulais pas éveiller les soupçons, parce qu'à trop à dire non mais tu dis n'importe quoi, les homos ci, les homos ça, j'aurais pu entrer en froid avec certains de mes clients, mais du coup la réponse à toutes ces paroles que j'ai entendues, c'est ce livre-là aujourd'hui, et prendre une parole publique. Alors, vous avez aussi rencontré la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, c'était hier. On vous voit là avec elle sur la photo de son tweet, dans lequel elle souligne le chemin qu'il reste à parcourir collectivement pour que l'orientation sexuelle ne soit plus un motif de souffrance dans le foot et dans le sport en général. Quelles seraient concrètement les mesures à prendre, Wissam Belgassem, pour plus d'homophobie dans le sport? Alors, moi, ce que je dis toujours, c'est que j'aimerais qu'on reconnaisse que être homophobe, c'est juste pas possible dans le football. Et du coup, être discriminé parce qu'on est homo, c'est au même niveau que du racisme. Et du coup, moi, ce que je dis, c'est qu'à travers ces dernières années, on a déployé d'innombrables stratégies pour lutter contre le racisme. Et donc, du coup, si on reconnaît que c'est une discrimination au même titre, pourquoi pas simplement répliquer toutes ces stratégies qu'on a vues avec des vidéos, avec les joueurs phares de Ligue 1, d'équipe de France, dire non là à l'homophobie, que les joueurs aillent parler aux supporters en disant il y a d'autres leviers de motivation qu'on peut utiliser pour motiver les troupes, on n'a pas besoin de dire des chants homophobes, enfin tout ce qu'on a déployé dans le racisme, on n'a même pas besoin de réinventer le monde, hein. Il s'agit simplement de se dire c'est le même mal, utilisons les mêmes stratégies. Lundi, la journée contre l'homophobie. Est-ce que vous auriez aimé une prise de position claire de la part des institutions? Noël Le Gret, par exemple. Oui, sincèrement, ouais. J'aurais vraiment... J'ai espoir encore, on n'y est pas le 17, hein, mais de Noël Le Gret ou des grands aussi footballeurs qui, je pense, ont peut-être un petit peu peur de se mouiller, de par leur fanbase, d'éventuellement décevoir des fans, etc. Mais à un moment donné, il faut voir plus loin que sa pomme, j'ai envie de dire, et là, quand la cause est plus grande et plus importante, faut savoir se dépasser. Et dans le sport, on sait se dépasser normalement.
Eh ben, l'appel est lancé. Merci Wissem Belgacem. Votre livre, merci à vous. Adieu ma honte, je le montre, il est publié chez Fayard avec Éléonore Duret. Merci d'être venu sur notre plateau. On était ravis de vous accueillir. À l'air libre, c'est fini pour ce soir. On se retrouve même demain, même heure, même endroit. Bonne soirée. Salut.